Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Omega. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité. Brigitte Yoda. Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire, 4e journée de la Coupe CAF, le club burkinabé Salitas FC a été tenu en échec ce soir par le club tunisien CS Sfaxien. Nous serons en ligne depuis le stade du 4 août avec notre équipe de reporters. FESPACO 2019 de Mercy of the Jungle du Rwandais Joël Karikezi remporte les Talons d'Or de Yenenga. Une réaction par rapport à ce sacre, vous aurez celle du critique Abraham Baïli. Et puis en Algérie, plus que quelques heures avant la clôture du dépôt des candidatures pour la présidentielle, malgré les manifestations contre un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, le camp présidentiel compte bien déposer son dossier ce dimanche avant minuit. Voilà pour les titres. Bienvenue. Omega Sport. Du foot pour commencer ce journal, le club burkinabé Salitas FC affrontait le club sportif Sfaxien cet après-midi pour le compte de la 4e journée de la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Le match s'est soldé sur le score de 0 but partout. On retrouve depuis le stade du 4 août notre chroniqueur sportif Bernabé Cabré. Bonsoir Bernabé. Brigitte, bonsoir. Salitas FC tenu donc en échec ici à Ouagadougou. Et tout à fait, il faut dire que ce n'est pas un bon résultat pour Salitas FC qui devrait obligatoirement gagner, surtout que depuis le début donc de cette phase de poule de la Coupe de la Confédération, le club burkinabé n'a pas signé de victoire, le club burkinabé n'a pas également marqué de but. Cet après-midi, ce ne sont pas les occasions qui ont manqué aux hommes dirigés donc par Ladji Coulibaly, mais Salitas a beaucoup pêché dans la finition. Ils se sont créés pas mal d'occasions, mais pas beaucoup de chance, suite donc aux arrêts du portier du CS Sfaxien ou à la maladresse même des attaquants de Salitas FC. Du côté du CS Sfaxien, on peut dire que c'est un bon résultat, surtout que le club tunisien avait été accroché à l'aller chez lui 0-0 par Salitas, et nu étaient en tout cas les erreurs de l'arbitre du match aller. Salitas serait revenu à Ouagadougou avec les 3 points de la victoire. Avec donc ce résultat, le CS Sfaxien, qui était leader avant la 4e journée, se retrouve 2e avec 6 points, soit 1 point de moins que le club de Sousse, l'étoile sportive du Sahel, qui est allé battre Enugu Rangers du Nigeria aujourd'hui également sur le score de 2-0. Donc si on fait le récapitulatif donc du classement à l'issue de cette 4e journée, l'étoile du Sahel est leader avec 7 points au compteur, le CS Sfaxien 2e 6 points, Enugu Rangers du Nigeria est 3e avec 4 points et Salitas ferme la marche avec 3 points. Prochain rendez-vous pour Salitas, ce sera donc dimanche prochain sur cette même pelouse du stade du 4 août de Ouagadougou face à Enugu Rangers du Nigeria. Un match très décisif pour la qualification puisque pour la dernière journée, Salitas devra jouer sur la pelouse de l'étoile sportive du Sahel de la Tunisie. Bernabé Cabré, merci pour toutes ces informations. Cinéma, culture, le film de Mercy of the Jungle, la miséricorde de la jungle du réalisateur rwandais Joël Karikezi a remporté les Talons d'Or de Yenenga, le grand prix du festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, dont la 26e édition a refermé ses portes hier soir. Lamine Traoré nous fait le résumé de la cérémonie de clôture. Clap de fin pour la 26e édition du FESPACO ainsi que le cinquantenaire de la Biennale du cinéma africain. Le Rwanda est monté sur la plus haute marche du podium. The Mercy of the Jungle, en français, la miséricorde de la jungle de Joël Karikezi, a remporté les Talons d'Or de Yenenga, le prestigieux prix d'une valeur de 20 millions de francs CFA. Aujourd'hui c'est un grand jour. C'est un film qu'on a fait, je dirais que c'était pas facile. Mais être en compétition, c'était aussi un grand honneur pour nous. Et gagner ce soir, c'est un appui vraiment, ça m'encourage à faire le prochain très bientôt. Le film Karma de Khaled Youssef de l'Égypte a lui remporté le talon d'argent, tandis que le bronze a pris la direction de la Tunisie avec Fatwa de Ben Moumoud.
C'est au moins une trentaine de prix spéciaux et palmarès officiels qui a été décerné au cours de cette cérémonie de clôture. Des lauréats qui ne peuvent qu'être satisfaits. Nadia Arek de l'Algérie, poulain de bronze avec Tata Milouda. Beaucoup d'émotions, je suis très émue, énormément émue. C'est un honneur d'être ici. Ça a été pas facile, mais je suis très contente d'être là. Mohamed Chalouf, représentant de Ben Momoud de la Tunisie, étalon de bronze avec Fatwa. Le nord et le sud du Sahara doivent se connaître à travers la culture, doivent socialiser, fraterniser avec les cultures, le cinéma. Là. Et c'est une occasion extraordinaire, le FESPACO, comme les GCC en Tunisie, pour qu'on essaye de dépasser nos préjugés, de se connaître mieux et être solidaires, parce que notre salut est dans la solidarité panafricaine. Le Burkina Faso, en plus de ses prix spéciaux, doit se contenter avec 2 autres prix dans le palmarès officiel. Aïcha Boro remporte l'étalon d'or du film documentaire, 10 millions de francs CFA, avec le loup d'or de Balolé, l'innovation majeure de cette 26e édition du FESPACO. Et le film d'errance d'Apolline Traoré se tire avec le prix du meilleur décor en fiction long métrage, 1 million de francs CFA. Rendez-vous en 2021 pour la 27e édition du FESPACO. De ce sacre de Joël Karekezi, il en a été question aujourd'hui dans votre émission Dimanche Politique. Pour Abraham Baïli, membre de l'Association des critiques de cinéma du Burkina, le prix est un choix du jury même s'il pense qu'il y avait mieux. J'ai critiqué personnellement le prix en 2017 où on a retrouvé l'œuvre de Sylvestre Amoussou dans le trio gagnant. Je ne savais pas comment ce prix a fait pour se retrouver là-bas. Mais en 2017, on avait donné la parole au jury à la cérémonie de clôture. Et le Marocain qui était président du jury avait à mot voilé, si les gens avaient prêté l'oreille, dire que dans le jury, il y a eu des débats et quelqu'un a dû imposer son point de vue. Bon, bref. Mais cette année, je ne sais pas pourquoi la cérémonie de clôture, peut-être que je n'ai pas bien suivi, mais je n'ai pas entendu le jury prendre la parole. Dire, bon, nous avons travaillé dans telles conditions, il y a eu telle chose, il y a eu telle chose. Le jury n'a rien dit, on est juste venu proclamer les choses. Donc, pour Joël Karekezi, moi j'ai suivi son film. Avant le FESPACO, j'étais dans une petite commission où on a suivi. Pendant le FESPACO, j'ai suivi. C'est le jury qui a choisi, mais si j'avais à choisir, c'était pas l'œuvre de Joël Karekezi que j'allais choisir. Ce FESPACO, c'était également le débat par rapport à la place des femmes dans le cinéma africain. Et pour Abraham Baïli, dire qu'aucune femme n'a encore remporté les talons d'or est un faux débat. Moi, je trouve que c'est vraiment un faux débat. C'est un faux débat dans la mesure où la création artistique n'a pas de sexe. On ne peut pas dire, bon, ça fait 50 ans, madame, prenez un étalon, allez-y à la maison. Non, la compétition est ouverte aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Aujourd'hui, même de plus en plus, il est plus facile pour les femmes d'avoir les financements que pour les hommes, puisque la plupart des institutions telles que l'Union européenne, l'OIF au plus, donnent facilement à la gente féminine. Donc, je trouve vraiment que c'est un faux débat, parce que la création artistique, pour moi, Abraham Baïli, n'a pas de sexe. Et la bande dessinée, un genre littéraire prisé des jeunes lecteurs, mais dont peu savent lire. De nombreux lecteurs se contentent bien souvent des écritures ou simplement de l'image sans souvent pouvoir faire le lien entre les deux. Et c'est pour pallier cette difficulté de lecture que Mathias Nikema y a consacré sa thèse de doctorat, thèse soutenue mercredi dernier à l'université Joseph Kizerbo. Comment s'est articulé le travail? Mathias Nikema. Nous avons d'abord cherché à montrer un peu la complémentarité qu'il y a entre l'image qui se trouve dans la bande dessinée et le texte linguistique. Nous voyons que ce sont deux aspects totalement différents. Quand on voit que le texte linguistique du point de vue texte est vraiment différent du texte iconique. Donc, et le travail effectivement a consisté à montrer que la bande dessinée est un genre à part entière, un récit constitué d'images et de textes. Et dans la bande dessinée, on peut bien lire la bande dessinée rien qu'en se basant uniquement sur les images. Les images, quand on prend par exemple les différents types de plans, les angles de vue, les jeux de physionomie, nous voyons que la bande dessinée pourrait se lire à travers ces images uniquement. Donc, et c'est ce que nous avons voulu démontrer aussi. Je parlais des signes iconiques, il n'y a pas que ça, il y a aussi les signes plastiques. Quand on prend par exemple la couleur, avec les différentes connotations de la couleur, nous voyons que c'est totalement quelque chose d'original. Et Mathias Nikema rassure qu'une vulgarisation de cette étude permettra de faciliter la lecture de la bande dessinée.
L'intérêt d'une telle étude, il faut dire que déjà ça prépare le lecteur à avoir plus de vision. C'est-à-dire, de par le passé, nous sommes rendus compte que la lecture qui était faite sur la bande dessinée n'était pas une lecture totalement complète, dans la mesure où, par moment, les lecteurs juste se contentent rien que du texte écrit, ou peut-être d'autres vont plus s'intéresser à l'image. Donc ici, l'intérêt, c'est vraiment d'amener le lecteur à savoir que la bande dessinée pourrait se lire sous l'angle sémiotique en prenant en compte les deux éléments à la fois. Et c'est cette lecture, cette façon de lire la bande dessinée qui pourrait vraiment, véritablement amener le lecteur à saisir le sens réel de la bande dessinée. La statue géante symbolisant le capitaine Thomas Sankara et les 12 bustes de ses compagnons martyrs a été dévoilée samedi au Conseil de l'Entente. La cérémonie a eu lieu en présence du président du Faso, Roch Kaboré, et de l'ancien président du Ghana, Jerry Rawlings. Denis Zongrana pour le point. Haut de 8 mètres, le monument qui trône au Conseil de l'Entente symbolise non seulement le capitaine Thomas Sankara, mais aussi ses 12 compagnons martyrs. Outre la statue, d'autres réalisations sont annoncées au Conseil de l'Entente. Samska Ledja, membre du Comité international mémorial Thomas Sankara. Le projet qui a été retenu, c'est une tour de 87 mètres. 87 mètres pour marquer 1987. Et une tour qui va être la plus haute de Ouagadougou et qui sera dans la nuit illuminée pour que de là où tu te trouves dans les alentours de Ouagadougou, que tu aperçoives cette tour-là. À l'intérieur, il y aura plein d'autres espaces. Donc c'est autant de choses. Et c'est toujours ouvert à des propositions. Et pour l'effectivité du musée Thomas Sankara, Samska Ledja lance un appel à l'endroit de la population. Et c'est un appel qu'on lance par exemple à ceux et celles qui ont des objets de Sankara. Parce qu'on sait qu'il y a par exemple quelqu'un qui a la guitare que Sankara avait. Il y a quelqu'un qui a sa bague d'alliance. Pour le musée Sankara, c'est important qu'on puisse réunir tout cela. Et on encourage les gens à donner tout ce qu'ils peuvent avoir pour alimenter le musée. La cérémonie s'est achevée par un dépôt officiel de Jeb à l'entrée du bâtiment où le capitaine Thomas Sankara a été abattu avec ses 12 compagnons. Cette tâche a été accomplie par le président du Faso, Roch Kaboré, et l'ex-président ghanéen, Jerry John Rawlings. Denis Zongrana, signature vendredi de 3 accords de financement sous forme de prêts et de dons entre le Burkina et la Banque africaine de développement d'un montant global de plus de 9 milliards de francs CFA. Cette somme sera destinée au financement du projet d'appui à la création d'une banque d'agro-business, au projet d'électrification rurale et à l'aide d'urgence pour la lutte contre l'invasion de la chenille légionnaire. Le ministre de l'Énergie, Bachir Ismaël Ouedraogo, est au micro de Elvis Nadou. Premièrement, la banque agricole permettra donc aux paysans d'avoir accès donc à des financements, de pouvoir investir donc au niveau donc du monde rural. Ça permettra aussi d'aider le monde rural à aller vers un développement soutenu. Pour donc le projet Yellen, vous avez 100 000 kits Solar Home System que nous allons donc avoir. C'est 100 000 ménages qui vont bénéficier de cela entre 2019 et 2020. C'est près de 100 mini-centrales que nous allons aussi avoir dans ce projet-là. En 10 ans, on était autour donc de 268 villages. Et cette année, c'est près de 150 villages qui vont déjà avoir l'électrification à cause donc de tous ces projets-là. Ça vous dit que c'est un bon significatif, un bon qualitatif que nous allons faire donc en milieu rural, et permettre à ce que les paysans puissent vivre donc de l'agriculture, parce que c'est 80% de la population burkinabé qui vit d'agriculture et d'élevage, et donc nous sommes très satisfaits de ces conventions que nous venons de signer. Pour gérer les différents problèmes du foncier urbain, le ministère de l'Habitat a mis en place des commissions ad hoc dans 17 arrondissements des communes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso pour mieux s'imprégner des conditions de travail et s'assurer de la bonne marche des procédures. Le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Maurice Bonané, a rencontré les responsables de ces commissions. Il s'exprime au micro de Alinta Ouedraogo. Nous sommes venus échanger avec les commissaires pour nous assurer du bon déroulement du travail sur le terrain, des éléments de réponse qui peuvent être apportés afin de pouvoir tenir les délais. Voilà, c'est une rencontre d'échange entre le gouvernement et les commissaires pour permettre une meilleure mise en œuvre du travail qui se déroule actuellement sur le terrain. Je voudrais profiter pour féliciter et encourager les commissaires pour leur engagement à faire en sorte que ce douloureux problème du passif sur le foncier urbain trouve
trouve enfin une solution dans les délais que nous nous sommes fixés. Salifou Kaboré, président de la cellule de coordination de la commission interministérielle chargée de l'appurement du passif foncier, pour sa part assure que d'ici le mois de juin, les travaux seront exécutés car ils ont déjà reçu les documents graphiques pour l'exécution des tâches. Le plan de lotissement permet d'identifier les parcelles qu'ils auront repérées au bureau comme à problème. Donc les plans-là vont permettre d'aller sur le terrain et de retrouver la parcelle et prendre les informations. Pour couvrir la ville de Ouagadougou, on a plus de 400 plans. Chaque arrondissement aura son lot de plans pour leur permettre d'aller sur le terrain et prélever les informations. L'arrêté interministériel a donné 6 mois à toutes les commissions pour déposer leur rapport définitif. Donc en principe, en fin juin, les travaux devaient avoir été exécutés. La suite de l'actualité nationale, les acteurs du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour la promotion des langues nationales ont tenu mercredi dernier une rencontre d'échange avec les journalistes, conscients que les couvertures médiatiques consolideront les acquis de l'éducation multilingue en plus des progrès. Ces acteurs du MENA les invitent à s'investir pleinement dans cette promotion. Asma Odaou. Les échanges entre acteurs de promotion des langues nationales et journalistes ont porté sur les enjeux de l'éducation bi-multilingue, une rencontre en marge de la célébration de la journée internationale de la langue maternelle célébrée en différé jeudi dernier au Burkina Faso. Quelques enjeux avec le directeur du continuum d'éducation multilingue, Lazare Bagri. Vous savez que lorsque vous communiquez avec quelqu'un dans une langue qu'il comprend, facilement il vous comprend. Ça c'est donc le premier enjeu. Le deuxième enjeu est que ça permet également de pouvoir promouvoir notre culture. Vous savez que la langue est intimement liée à notre culture et si nous ne travaillons pas donc à développer notre langue, déjà à travers le petit enfant qui a l'air donc d'aller à l'école, alors il va sans dire que dans un avenir proche, on risque donc de perdre notre culture. Il existe plus d'une centaine d'écoles multilingues au Burkina Faso. Des acquis sont engrangés avec des acteurs de la société civile et les partenaires, l'UNESCO, la francophonie. Les médias sont aussi sollicités pour l'atteinte des objectifs. Lazare Bagri. Nous pensons que la presse constitue donc le meilleur moyen pour toucher donc tout ce public cible afin qu'ils comprennent l'importance bien sûr de nos langues nationales dans l'amélioration de la qualité de notre système éducatif. Le directeur du continuum d'éducation multilingue, par comparaison, a montré une garantie de réussite d'études scolaires avec l'approche de l'enseignement en français et dans les langues nationales. Et puis l'Institut national de santé publique, créé par décret en juin 2018, a pour but de garantir l'amélioration de la santé des populations et pour le rendre opérationnel. Le dit ministère, avec l'appui de partenaires techniques et financiers, a tenu mardi un atelier d'échange avec les parties prenantes sur l'opérationnalisation de l'Institut national de santé publique du Burkina. Le point avec Alinta Ouedraogo. Le ministère de la Santé rencontre quelques difficultés, notamment le manque d'institutions capables d'évaluer la performance globale du système de santé, en particulier l'évaluation de la qualité des soins et des services de santé. L'opérationnalisation de l'INSP pourra donc permettre de pallier ces différents problèmes, d'où l'importance du présent atelier. Le secrétaire général du ministère de la Santé, Robert Karama. Cet atelier rentre dans un processus d'élaboration d'un plan stratégique qui donne une vision sur ce qu'on veut de cet institut-là les 5 prochaines années. C'est pour cela que nous avons tenu à inviter toutes les parties prenantes, les acteurs également dans le domaine de la santé publique, pour qu'ensemble nous puissions nous asseoir sur la même table et pouvoir donner un contenu, une même vision, une même feuille de route pour que cet institut-là puisse répondre aux préoccupations des populations. À l'issue de cet atelier, les recommandations seront transmises au ministère de la Santé qui sera chargé de la mise en application. Robert Karama. Il y aura des recommandations et ces recommandations seront opérationnalisées par une feuille de route. Et cette feuille de route-là, le gouvernement également va s'approprier les recommandations pour que l'institut puisse répondre, en tout cas, comme je l'ai dit, à la mission première qui est d'harmoniser et de coordonner la recherche sectorielle en santé, également de travailler à répondre à la question de la recherche. L'atelier se tient à Ouagadougou du 26 au 28 février avec la participation de l'Association internationale des instituts nationaux de santé publique, des techniciens de la santé ainsi que les partenaires techniques et financiers.
L'actualité internationale en Algérie. Après les manifestations de vendredi qui ont fait plus d'une centaine de blessés, le pays retient son souffle. Les candidats à l'élection présidentielle ont jusqu'à ce dimanche à minuit pour déposer leur dossier au Conseil constitutionnel. Samedi soir, 4 personnes ont déposé leur dossier de candidature pour la présidentielle algérienne. Le ministre Ahmed Ouyaya a affirmé qu'Abdelaziz Bouteflika, hospitalisé cette semaine en Suisse, déposerait lui aussi sa candidature ce dimanche avant minuit selon le camp présidentiel. Face aux manifestations contre la candidature pour un 5e mandat à la tête de l'Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a limogé hier son directeur de campagne pour le remplacer par son ministre des Transports. Cela suffira-t-il à faire baisser la pression, s'interroge-t-on. Et c'est ici que prend fin ce journal. À la mise en onde, Ilyassa Ouedraogo. Merci de votre aimable attention. L'info continue sur notre site web www.omegabf.net, sur la page Facebook et Twitter Radio Omega FM officielle.